Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Alors c'est une expo forum qu'on organise sur ces 2 semaines. Il faut savoir que le CFA, le Centre fédéral d'asile du Grand Saconnet, l'ouverture est vraiment imminente. Le bouquet de chantier a eu lieu la semaine dernière et le SEM prévoit une journée portes ouvertes avant le 16 juin. Le 16 juin, sachant que c'est l'ouverture officielle où il y a des gens qui vont commencer à être placés dans ce centre. Donc dès qu'on aura la date aussi de ces portes ouvertes, on va les communiquer parce qu'on ne va pas se priver d'aller là-bas et de faire du bruit. Bien avant que le centre soit en chantier. Il y avait des mobilisations pour empêcher que ce centre voie le jour. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais on ne baisse pas les bras. Et donc, c'est aussi l'idée du contre-projet d'imaginer autre chose, un autre futur, maintenant que le bâtiment est en place. Donc ça, c'est au rez-de-chaussée. Merci aux personnes qui ont joué le jeu, qui ont inventé des choses, que ce soit surréaliste ou très sérieux. Enfin, c'est vraiment une manière de replacer ça au centre de nos préoccupations dans les luttes. Au premier étage, on a la pièce de Tomislav Levac, Boîte Noire, qui est une pièce interactive et qui a été pensée comme aussi un outil de lutte pour répertorier les violences qui très probablement auront lieu dans ce CFA, sachant que beaucoup de violences sont répertoriées dans les CFA qu'il y a déjà en Suisse. Et sachant aussi que l'architecture en elle-même est déjà violente vu qu'elle est pensée comme espace d'enfermement et de contraintes. Aussi sur la façade, à l'entrée, on a affiché les architectes, les bureaux d'architectes qui ont participé au concours pour construire ce bâtiment. On va commencer tout de suite avec l'axe encampement et violence, avec Megan Ledray, et aussi Louise Verly, militante à Droit de rester Neuchâtel et à Solidarité TAT. Clovis, tu viens témoigner, tu es passé par les CFA. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir à tous. Je vais chercher à ne pas être très long et aller dans le vif du sujet, qui est le témoignage de mon passage dans les centres CFA. Mon premier jour en Suisse, je tombe à Basel, dans un premier centre. Je me rappelle pas le nom du centre, à Basel. Et lorsque je décris le centre, je suis arrivé une nuit, il était autour de 22 heures, où je demandais à un ami de m'accompagner dans un centre d'asile, parce que je connaissais nulle part en Suisse et tout. Il m'emmène dans ce centre, on m'enregistre, m'ont fait aller tout seul, quelqu'un qui vient d'arriver en Suisse, qui ne connaît nulle part, qui est dépaysé, qui ne connaît aucun endroit. Tu iras comme ça et tu iras dormir là-bas et le lendemain tu reviens vers nous. Pour quelqu'un qui est nouveau en Europe et qui ne connaît rien nulle part. Et dans ce centre, Boudry, nous étions dans une chambre, pratiquement près de 25 par chambre, 15 lits superposés par chambre. C'était tellement rude. Moi, je me suis demandé si j'étais arrivé en Suisse ou pas, si j'étais encore en route, en train de marcher, parce que c'est pas ce que j'avais imaginé. C'était surprenant de savoir que la Suisse, pays de droits de l'homme, où tout est ok, tout est bien hiérarchisé, qu'on soit comme en Turquie ou en Grèce, d'où je venais. Après quelques auditions, ils m'ont transféré à Vallorbe. J'arrive, je trouve un bâtiment comme un centre de détention, barrières, fils barbelés, les couloirs de sécurité. On m'attribue dans une des chambres au deuxième niveau. Les conditions étaient vraiment déplorables. Là-bas, c'est un centre de torsion. Tout était millimétré. 1 heure pour manger, 1 heure pour dormir, une certaine heure pour sortir, se divertir, 1 heure pour rentrer. On a le droit de sortir uniquement à 14 heures et l'heure de retour dans le centre, c'était 5 heures. À plus de 5h30, tu reviens, on te donne un carton rouge. Les 21 francs que tu avais droit au courant de la semaine, c'est divisé déjà par 2. À 2 cartons rouges, tu n'as pas droit. Ils affichaient qu'ils étaient racistes quand ça n'allait pas, ils te disaient cache. Alors, si tu n'es pas fier, tu retournes dans ton pays. Ils avaient une petite cellule, une petite cellule de correction où ils me prenaient, ils me mettaient là-bas.
Pour correction, ils te laissent là-bas 1-2 jours sans que vous ne sortez. Ils vous apportent le repas, vous mangez, mais vous ne sortez pas. Nous, on vivait l'enfer avec ces gens. Et il y a certains membres de la sécurité qui nous ont dit une fois, qui m'ont fait comprendre une fois, pas vu, pas pris. La sécurité, c'était la pure administration qui nous torturait les plus. On a eu des tensions entre ces gens au point où j'ai dit, bon voilà, je vais vous coller un procès. Ils sont moqués de moi, dit, bah, toi t'es qui pour nous coller un procès? Compte tenu de ton statut, tu peux rien, personne ne t'écoutera. C'est nous qui faisons la loi. Nous sommes le gouvernement et le gouvernement le pouvoir. Tu peux rien faire. Tous ceux qui sont dans ce centre, ils vivent un enfer, tout étant muselé. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, besoin de secours. Vu qu'ils veulent encore multiplier ça encore à Genève et encore tout proche de l'aéroport, j'imagine que ça sera encore plus pire. Cette partie de l'après-midi, elle est appelée notamment encampement, violence et détention. Peut-être pour parler d'encampement d'abord, j'aimerais juste revenir en fait sur le fait que ce qu'on dénonce ici n'est absolument pas nouveau. En fait, ça s'inscrit dans une longue tradition de durcissement du droit d'asile à la Suisse et le fait justement de placer des personnes en demande d'asile dans des grands centres à caractère carcéral, ça existe depuis les années 90. 1998, c'était la date d'ouverture du CERA, qui était à Genève, à la Praille. Donc CERA, c'est Centre d'enregistrement des requérants d'asile. Donc c'est l'ancien nom de CFA. L'association des médecins de Genève dénonçait la non prise en charge des traumatismes dans la procédure d'asile. L'article citait une personne qui racontait ce que ça lui avait fait d'être fouillée par un Securitas à son arrivée au centre. Quand j'ai vu les uniformes, j'ai cru revivre tout ce que j'avais fui. Tout recommençait et j'ai à nouveau eu peur de mourir. Et ça fait exactement écho avec de nombreux autres témoignages qu'on a entendus. J'en ai noté une phrase de quelqu'un qui disait « En arrivant au centre de Boudry pour demander l'asile, je me suis demandé si je ne m'étais pas trompée, si je n'étais pas face à une prison. » Ce centre d'enregistrement des requérants d'asile a déménagé à Valorbe. Un autre article de 2006 qui avait été publié dans la revue asile.ch dénonçait en fait la durée de séjour dans ces centres qui était prolongée à ce moment-là de 20 à 60 jours. L'auteur de l'article disait « Centre de semi-détention, les CERA deviennent de plus en plus des zones de non-droit dans un pays de droit. » Et il dénonçait prolongement administratif des délais de séjour, promiscuité, restriction des libertés personnelles, fouilles systématiques au corps, limitation des compétences des services de conseil juridique, accès minimum aux soins médicaux, absence de prise en charge psychologique. Et c'est que des critiques que l'on pourrait refaire aujourd'hui. Ensuite, de CERA, on est passé à des CEP, Centre d'enregistrement et de procédure, donc sauf erreur en 2006. Et puis le séjour, il est passé à 90 jours, donc de 20 à 60 à 90 jours. Et puis ensuite, depuis 2019, donc les centres fédéraux d'asile qui ont changé de nom, mais ça ressemble beaucoup. Et puis là, on est en ce moment donc à des délais de séjour au maximum de 140 jours. C'est un délai d'ordre, donc c'est un délai qui peut être dépassé. Comme le disait Clovis, il y a des gens qui sont restés beaucoup plus longtemps. On a encore reçu avec Mégane un témoignage il n'y a pas longtemps d'une famille qui est restée plus de 6 mois dans un centre fédéral. Chose aussi non plus qui n'a pas changé, c'est l'argent de poche. Clovis parlait des 21 francs qui pouvaient être coupés. C'est 21 francs par semaine, donc 3 francs par jour, et ça c'est le même montant depuis les années 90. En parlant de violence, je pense que c'est un mot qu'il faut mettre au pluriel. Elles se déclinent à l'infini, ces violences, elles sont sournoises, directes, indirectes. Il y a les violences physiques, il y a d'autres violences institutionnelles et administratives, peut-être dont Mégane va davantage parler. J'aimerais un petit peu revenir en fait sur des violences qui ont été dénoncées de la part de personnel de sécurité, les entreprises Protectas et Securitas, qui ont été dénoncées autour de 2020, 2021, 2023. C'est des violences qui ont lieu dans différents centres fédéraux, à Boudry, au Rochat, dans le canton de Vaud, contre des requérants d'asile mineurs non accompagnés, à Giffers, dans le canton de Fribourg, mais aussi en Suisse allemande. En 2021, à l'époque, à Boudry, il y avait des cellules de réflexion qui étaient dans des containers à l'extérieur du centre. Il n'y avait aucun règlement pour savoir qui on pouvait mettre là-dedans, combien de temps. Des lieux sans aucun mobilier, sans robinet, sans même une chaise ou un matelas. On a été mis au courant de 2 personnes en janvier et février 2021 qui ont été enfermées là-dedans suite à une altercation avec le personnel de sécurité, donc Protectas en l'occurrence. Alors la première histoire, c'est celle d'une femme qui était en train de défendre un enfant qui s'était fait voler son téléphone et qui a interpellé un agent de sécurité. Et puis en fait, on entend parce qu'en fait tout a été enregistré.
On entend en fait le ton qui monte, il y a une escalade disproportionnée de la situation, alors qu'en fait à l'origine c'est un incident, et il finit par la mettre dans cette cellule. Et puis elle avait mis son téléphone en mode enregistrement, et le téléphone a enregistré pendant plus de 2 heures tout ce qui s'est passé. Donc les agents de sécurité sont partis avec le téléphone et l'ont laissé sans remarquer qu'ils l'enregistraient dans leur loge, donc la loge des Protectas, qu'on voit aussi la future loge dans le travail de Tommy à l'étage. L'enregistrement, il n'est pas en ligne, il n'est pas du tout anonymisé, mais par contre, il y a une transcription qui est en ligne. Ça se lit comme une pièce de théâtre, et on y entend en fait tout ce qui se dit dans cette loge, et on entend du racisme banalisé, de sexisme. Les agents de sécurité sont chargés ensuite de rédiger un rapport sur pourquoi ils ont mis en détention cette femme. Et en fait, ils montent une histoire. Ils réfléchissent à plusieurs. Ah, ok, on pourrait écrire qu'elle m'a frappé là. Ah oui, dit que c'est au thorax. En fait, au thorax, ça va mieux passer. Ils doivent justifier vis-à-vis du SEM pourquoi ils ont mis cette personne en détention. Il y a 2 exemplaires là, mais vous les trouvez en ligne via un article qui est sur le site asile.ch. C'est ça qui a fait bouger les lignes, parce que cette falsification des rapports, si on l'imaginait bien, mais on en a eu la preuve. Sans preuve, c'est bien souvent la parole d'un requérant d'asile contre la parole de l'autorité de pouvoir, et la parole de quelqu'un en demande d'asile n'a que très peu de poids. L'autre histoire, qui s'est déroulée peu de temps après, c'est en février 2021. Il faisait très 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 froid cet hiver-là. Un homme gay qui était en train de se faire malmener par d'autres requérants d'asile. Au lieu d'être protégé, il a fini par être mis dans cette porte-à-cabine cellule de réflexion. Il faisait extrêmement froid, il n'y avait aucun chauffage. En fait, ils ont allumé le chauffage au moment où ils l'ont mis. Il a eu une crise d'hypothermie. Les agents de sécurité ont mis énormément de temps à réagir et à appeler une ambulance. Il n'est pas mort. Il a fini par porter plainte, ça a été assez compliqué. Et les agents ont été condamnés pour non-assistance et un autre truc. Et c'est un petit peu le seul cas où il y a eu une condamnation, parce qu'il y a pas longtemps justement un article qui est sorti qui retraçait en fait toutes les plaintes qu'il y avait eu de la part de personnes requérants d'asile qui avaient vécu des violences, et en fait toutes ont été classées, sont encore en cours. Donc il y a le procès de Giffers qui est toujours pas réglé, ou alors il y a aussi dans beaucoup de cas des personnes qui ont abandonné. Porter plainte, c'est pas simple du tout, l'accès à, on sait pas vers qui se plaindre, beaucoup sont partis en fait simplement. Ce qui est intéressant aussi dans le procès, c'est que finalement, c'est que les agents du terrain qui ont été condamnés. 3 mois avec sursis, et puis il y en a un, c'était 4 mois, parce qu'au passage, il a vite donné un petit coup de pied au requérant qui se voit sur la vidéo de sécurité qui a dû être analysée dans ce cadre-là. Pour les lésions corporelles simulées et mise en danger de la vie et de la santé d'autrui, ainsi qu'abus d'autorité. Abus d'autorité, c'est celui qui a donné un coup de pied. Pendant tout le procès, ça s'est joué autour du fait que les agents, ils disent, nous, on a suivi le protocole. Le protocole est tellement complexe que ça a mis 41 minutes entre le moment où le requérant convulse et s'effondre et le moment où l'ambulance arrive. Elle a été appelée 5 minutes avant, donc en gros plus de 30 minutes, où il y a tout ce protocole qui est d'appeler à l'interne, de faire ci, de faire ça. Pendant tout ce temps-là, le requérant, il est torse nu par terre dans cette cellule où il fait -4 ce jour, cette nuit-là. Et puis ils amènent un duvet seulement dans les quelques minutes de la fin. Et puis tout le procès, ce que je voulais dire, c'est que tout le procès, il se déroule autour du fait de est-ce que la faute, c'est des cadres qui ont fait ces protocoles ou est-ce que c'est des agents qui les ont appliqués? Ce qui a été tranché, c'était que les cadres ne pouvaient pas imaginer que dans un cas si extrême, les agents ne réagiraient pas, alors qu'en fait, cette question-là, elle est toujours d'actualité pour les gens qui travaillent à Boudry. Ils ont encore peur d'appeler l'ambulance parce qu'en fait, ils se font taper sur les doigts s'ils appellent l'ambulance trop vite. Ils ont des tonnes de protocoles tout le temps, mais les cadres sont jamais inquiétés. Donc c'est toujours les gens du terrain, et les gens du terrain, ils giclent, ils sont licenciés à la moindre erreur. Mais jamais les cadres, les règles ne sont jamais attaquées. Par rapport au rapport aussi, c'est pas seulement les requérants qui disent que les rapports des agents de sécurité ne correspondent pas, c'est aussi ce fonctionnement des rapports, il est très particulier. Tout le monde fait des rapports sur tout le monde. Donc les assistants, dans le centre, les professions, il y a des assistants qui sont des personnes chargées de toute la logistique, dont certaines sont chargées des activités, d'ouvrir le petit magasin ou différentes choses. Et puis, il y a quelques médiateurs, médiatrices, mais ça, c'est 3 à 5, sur l'ensemble de Boudry, par exemple, qui est 5 bâtiments, qui est 400 personnes. Et puis sinon, c'est les agents de sécurité. Donc, il n'y a pas, à part pour les mineurs non accompagnés, il n'y a pas de travailleurs et travailleuses sociales qualifiés. Et puis, les personnes qui travaillent là ont tellement d'aspects logistiques à gérer tout le temps qu'elles n'ont
absolument pas le temps de faire du travail social, si ce n'est un peu les médiateurs et médiatrices, mais qui sont pas non plus qualifiés pour faire ce travail-là. Sans dire qu'elles le font mal, une partie des gens sont des personnes très engagées, mais les règles sont tellement strictes et la quantité de travail déborde tellement que c'est vraiment impossible de faire un suivi social, un accompagnement social. Toutes ces professions-là doivent faire des rapports au moindre incident. Incident, c'est quoi? C'est tout et rien. Donc il faut des rapports sur les requérants, mais il faut aussi des rapports sur leurs collègues. Donc il y a vraiment un appel à la délation sans arrêt. J'ai eu la chance de parler avec quelques personnes anonymes qui travaillent dans les centres et disent qu'elles se font sans arrêt dénoncer pour les moindres petites choses. Donc si une fois quelqu'un est mal, n'a pas pu manger, va tomber dans les pommes, qu'on lui amène une banane ou qu'on lui sort un café, les autres employés vont faire un rapport sur moi en tant que professionnelle parce que j'ai fait un café à cette personne-là qui, à ce moment-là, pétait un plomb pour essayer de calmer la situation. Les personnes qui travaillent disent que les agents falsifient les rapports contre les autres employés et après, on se fait remettre à l'ordre par le SEM, etc. Les employés, ils font partie de ORS, une entreprise de gestion des centres d'asile privés cotée en bourse qui vise juste à faire énormément de profit, et Protectas et Securitas qui sont aussi cotés en bourse. Et tout ça, c'est en fait orchestré par le SEM. Donc à chaque fois qu'il y a un rapport, ça passe pas directement d'un à l'autre. Il n'y a pas non plus de discussion facile entre les différents collaborateurs et collaboratrices. Tout transite par le SEM et le SEM ensuite avertit et corrige et regarde, etc. Il y a un peu deux types de violences. C'est qu'il y a à la fois les aspects plus psychologiques qui découlent de ces conditions carcérales. Et puis, il y a les violences à proprement parler physiques. Par rapport aux violences physiques, là, il y a eu tout récemment un rapport de la CNPT, qui est la Commission nationale de prévention de la torture, qui est un organe indépendant de la Confédération assez respecté, qui a dit qu'il y a eu, entre autres, à Boudry, un plaquage ventral d'un mineur non accompagné avec le genou qui appuie. Donc, c'est la même position qu'a tué Mike Benpeter, George Floyd et d'autres, pendant plusieurs minutes sur un mineur non accompagné à Boudry, l'année passée. Puis, au Verrières, il y a un requérant d'asile qui est tombé dans les pommes. Et là, au Verrières, aucun rapport. Ni des rapports internes, ni des rapports externes, rien. Mais l'ambulance a dû venir parce qu'il y avait quelqu'un d'inanimé. Donc on voit que cette idée des rapports trafiqués, ça ne s'est pas arrêté. Ces plaquages ventraux qui sont vraiment quotidiens, c'est la manière dont les agents de sécurité règlent les problèmes. Donc c'est pas de désescalader, c'est pas de discuter. De toute façon, ils n'ont pas de formation à la désescalade, ils n'ont pas de formation à autre chose. C'est vraiment, on le plaque au sol, on le plaque contre le mur. Ils ont droit à des menottes, à des gels au poivre. Ils sont quand même énormément armés par rapport à d'autres agents de sécurité dans d'autres lieux. Le fait que simplement les problèmes, les tensions ne soient pas gérées par des discussions, ça crée des escalades de violence et un climat de tension qui est toujours prêt à déraper, qui amène du coup à encore plus de sanctions, à encore plus de violence, etc. Les sanctions, pour un retard, comme disait Clovis, ou pour avoir eu un objet sur soi qui n'était pas un des objets autorisés, sans que ce soit une arme ni rien du tout, pour avoir fait trop de bruit, pour avoir ça. On peut être privé de sortie du centre, donc obligé de rester dedans. Cette sanction, elle va disparaître. Par contre, on peut aussi être exclu du centre. Et là, jusqu'à maintenant, c'est 24 heures, mais ça a été voté au Parlement récemment, ça va être 72 heures, donc 3 jours, 3 nuits. Où on peut du coup dormir dans les chambres temporaires, ce qu'ils appellent. C'est en fait les chambres de réflexion, les locaux de prison qui prennent différents termes selon qui veut. Et du coup, ce sera possible d'être dans ces espaces, mais tout le monde sera dans le même espace, il n'y aura pas du tout de... on ne peut pas bouger, c'est une pièce, quoi. Et sinon, c'est à l'extérieur. Et voilà, il y aura accès à peu près rien et les repas sont amenés juste dans cet endroit. Et puis, la privation d'argent de poche, la privation de billets de transport public. Donc, c'est vraiment à la moindre sanction pour une consigne, on peut s'opposer au SEM, mais il n'y a pas de possibilité de faire recours contre ça. Et de toute façon, il n'y a personne qui vous dit qu'on peut s'opposer. Et puis, il n'y a pas non plus quelqu'un qui vous aide pour faire l'opposition. Donc, en fait, de toute façon, ce n'est pas possible de s'opposer. L'étape d'après, c'est le centre des Verrières, qui est du coup ce centre pour récalcitrants. En fait, ils n'ont pas besoin de récalcitrants beaucoup de fois. Juste une fois où ils sont un peu agités. Et ce que m'a dit, par exemple, le directeur de Giffer, c'est « Ah non, mais c'est bien, là-bas, ça les calme vraiment, parce que comme il y a moins de monde, ici, il y a trop de monde de toute façon. Donc c'est clair, c'est explosif, tandis que là-bas, c'est tranquille, il y a moins de monde. » C'est les petites vacances aux Verrières qui sont donc un centre fermé avec un fonctionnement encore plus sécuritaire. Dans le quotidien, en fait, on est dépossédé de tout. C'est un peu ce que moi j'entends aussi dans ton témoignage, Clovis. Mais donc on ne peut pas cuisiner.
Il n'y a pas d'accès à un frigo, par exemple. On ne peut pas amener un yogourt dans le centre. Les rendez-vous, donc si on a un rendez-vous médical ou un rendez-vous chez Caritas, qui est la défense juridique, on nous apprend ça le soir d'avant. Enfin, c'est écrit sur un tableau qu'il faut aller consulter tous les soirs. Et si on oublie, ben tant pis. Mais on le sait le soir d'avant, alors que certains rendez-vous médicaux hyper importants avec des médecins à l'extérieur du centre, ils sont pris depuis des jours, des semaines. Et pareil pour la défense juridique, mais on ne va surtout pas vous le dire à l'avance, donc tout est tout le temps au dépourvu. Et puis il faut juste être capable de tout le temps obéir, faire ce qu'on nous dit. Donc dans les chambres, c'est souvent jusqu'à 16 personnes quand même. Pour les mineurs non accompagnés, plutôt 21 personnes. Pour les enfants, il n'y a pas vraiment de jeu, donc dehors il y a un petit toboggan et puis des balançoires au milieu des grillages qui séparent de la cour, du reste de la cour, par exemple à Valorbe. À Giffers, il y a un terrain de foot pareil, avec des grillages anciennement débarbelés qu'ils ont retirés, mais les grillages ils sont tellement hauts que voilà. Et puis pas d'espace de jeu, ils n'ont pas de jouets, il y a une petite salle pour les enfants avec des horaires très précis auxquels ils peuvent être amenés par les parents, mais il faut encore que les parents soient disponibles ce jour-là, à cette date-là, n'aient rien d'autre à faire que d'amener leurs enfants à l'endroit où ils peuvent jouer. Donc il y a l'école dans les centres. Ils divisent tous les horaires des classes. Au final, les enfants ils se retrouvent avec plutôt 2 heures de cours 3 fois par jour que ce qu'ont les autres enfants ailleurs dans les autres écoles. Il y a vraiment un traitement arbitraire de tout, des sanctions, est-ce qu'on a le droit de se resservir ou pas, donc on jette de la nourriture tout le temps mais on ne veut pas resservir. Des choses comme ça qui sont vraiment un manque de considération, qui créent un sentiment d'être dépossédé de ses moyens. Il y a des gens qui disent on n'est pas humain, il y a des gens qui disent on est prisonnier, il y a différentes manières de dire, mais en fait c'est un racisme systémique qui est vraiment dans tout, partout, tout le temps. Les personnes maghrébines sont extrêmement maltraitées. Qu'elles aient fait quelque chose ou pas, hein, peu importe, juste parce qu'elles sont maghrébines, elles sont dans un... Donc maintenant, par exemple, à Boudry, c'est pareil, ils ont mis tous les Maghrébins dans le même bâtiment. Ils vont jamais là-bas. Les employés, ils n'ont pas envie d'aller, ils disent qu'ils ont peur. Bon, ils y vont juste pas, donc il n'y a pas d'employés là-bas, à part les agents de sécurité. Ils les prennent jamais en activité, donc il n'y a pas assez d'activités pour tout le monde dans les centres. Mais on en met quelques-unes juste pour dire qu'on fait plein d'activités super. Pour les repas, les activités en dehors du centre un peu plus sympathiques non plus. Et puis ils se font fouiller de manière beaucoup plus violente, très très problématique envers les Maghrébins. C'est pas seulement les employés qui disent ça, c'est même les personnes requérantes d'asile d'autres nationalités. Peut-être des petites pistes pour la discussion de plus tard sur qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, les horaires des centres, ils sont fixés par les communes. Qu'est-ce qui va être fixé au Grand Saconnet? Donc ça c'est la commune qui choisit l'heure de rentrée. Donc avant, à Valorbe, tu disais 17h. Maintenant, ils ont réussi à négocier 18h. À Boudry, c'est 19h. Mais en fait, je ne sais pas si les CFA eux-mêmes accepteraient d'aller au-delà de 19h, mais à Berne, par exemple, c'est plus tard. Encore, donc ça c'est déjà quelque chose. En fait, c'est très simple, hein, quand on empêche les gens de sortir plus tard que 18h, déjà tous les rendez-vous militants et toutes les permanences des collectifs, on ne peut pas y aller. Un exemple parmi d'autres lieux de sociabilité. Le fait de ne pas avoir de cuisine, qui fait qu'on se sent extrêmement dépossédé de sa propre vie, il n'y a plus du tout d'agentivité. Et puis, surtout ça, on pourrait en parler peut-être à la table ronde plus tard, mais du coup, il y a pas mal de choses qui peuvent être organisées autour du centre aussi pour essayer que ce soit un moindre mal. Merci.